revenons bien sûr sur ce chiffre qui marque encore les esprits 24 heures après, l'inflation américaine pour le mois d'août qui a été publié hier et qui a provoqué cette onde de choc sur le marché. Julien Tisserand est avec nous, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Julien. Bonjour Grégoire. Oui, ça a été un choc. Alors, à la fois pour les forecasters, les prévisionnistes qui ont été pris à revers par la dynamique d'inflation observée au mois d'août aux États-Unis. C'est une chose, le métier de prévisionniste est un métier compliqué en ces temps incertains. Ça a été un choc également pour le marché. Si on revient sur le chiffre, là, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à relever et qu'est-ce qui a surpris effectivement dans cette dynamique de prix observée aux États-Unis le mois dernier ? Tout à fait. Si on revient sur le chiffre d'août par rapport au chiffre de juillet, en juillet, on a été surpris par la baisse plus rapide qu'attendue. Août, par une hausse plus rapide qu'attendue. Si on fait la moyenne des chiffres, on regarde beaucoup l'inflation mois par mois et non pas en annualisé, qui peut avoir des effets de base. Et en fait, si on regarde mois par mois, on est sur un rythme d'environ 0,5% de progression, si on lise sur les 3 derniers mois. Donc, il n'y a pas forcément une forte réaccélération. C'est juste que le marché s'attendait à ce pivot éventuel de la Fed, d'un plateau sur l'inflation, et notamment sur l'inflation... non pas l'inflation claire, mais les autres éléments d'inflation, avec la composante énergie qui devait baisser fortement, notamment parce que les prix du pétrole ont baissé de 30% depuis les mois de mai-juin. Les prix à la pompe aux États-Unis ont également baissé de manière similaire. Et ça, on devrait avoir cet impact qui va se lisser dans le temps, qui était moindre hier qu'attendu, mais qui devrait quand même arriver dans les mois à venir. Donc ça, c'est une première chose, c'est ce moindre impact de l'énergie ou de la baisse de l'énergie dans le chiffre. Et le plus gros impact, la plus grosse surprise a été tout ce qui est de l'inflation cœur, où on attendait au moins une stabilisation. Là, elle réaccélère sur un rythme mensuel. Et dans cette inflation cœur, ce qui compte beaucoup aux États-Unis, ce qu'on n'a pas en Europe dans la composition de l'inflation, c'est les composantes qui sont liées au prix de l'immobilier, tout ce qui est composante de loyer imputé, qui représente à peu près 30% du panier d'inflation. Et ces composantes ont un effet de latence très fort. On a eu un fort rebond du marché immobilier en 2020-2021 aux États-Unis. Et les prix des loyers n'ont suivi qu'un peu plus tardivement. Et ils restent toujours très très élevés. Et on a même connu une réaccélération de ces prix de l'immobilier avec un rythme mensuel qui est passé de 0,6% à 0,7%. Ce qui est le plus élevé depuis la crise du Covid. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a vraiment surpris. Cette composante, néanmoins, elle devrait se stabiliser. Je dis bien, c'est une question d'inertie. Exactement. C'est ça, tout à fait. Plus que plus que d'erreur d'analyse en tant que telle. Non, tout à fait. C'est une question d'inertie et de difficulté à prévoir le temps de latence qui est pris entre les premiers signes de ralentissement du marché immobilier et après l'impact sur les loyers. On a des mesures d'instituts de sondage ou aux États-Unis d'entreprises qui travaillent dans le secteur où elles notent depuis quand même juin, juillet, même août, un ralentissement des nouveaux loyers qui sont proposés aux locataires. Et donc, on a par exemple un indice qui s'appelle Zillow qui a en composante annualisée, on est passé de 18% de hausse de loyer à 13%. D'accord. Donc, on voit ce ralentissement, c'est juste le temps que ça va prendre à se matérialiser dans le CPI, dans le chiffre américain. Tel qu'il est composé aujourd'hui. Et tout ça apporte une mauvaise surprise, effectivement, au marché. En plus des composantes, je dirais, donc la composante inflation, et il y a la composante emploi, qui finalement reste très résiliente. On l'avait vu il y a quelques semaines avec les chiffres d'ouverture des positions, des ouvertures de postes qui avaient rebondi. Et donc tout ça complexifie encore le travail de la Fed. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction de marché qui a suivi ? Alors sur les actions, c'est ce qu'on voit le plus vite d'une certaine manière, mais c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé du point de vue du marché obligataire, des anticipations de marché vis-à-vis de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine telle qu'on la connaît. Qu'est-ce que ça implique, en tout cas, dans ce que le marché anticipe aujourd'hui, Gilles ? Tout à fait. Alors, le consensus de marché était pour une hausse quand même de 75 points de base à cette réunion monétaire de septembre, et plutôt un rythme de descente après 50 et peut-être 25 ou encore 50 en fin d'année. Et là, clairement, on a plutôt eu tendance à réévaluer à la hausse. On est même un petit peu plus haut que 75 points de base, comme on l'a évoqué, avec potentiellement 100 points de base. Nous, chez Edram, ça nous paraît improbable qu'à ce stade du cycle, on n'est quand même pas sur une réaccélération forte de l'inflation. On pense qu'ils vont plutôt avoir tendance à garder le même rythme, 75 points de base, qui sont déjà des grosses hausses de taux, pour voir cet effet que ça va avoir sur l'économie réelle. On sait qu'il y a un effet de latence également là-dessus, sur ces hausses de taux. Donc 75 points de base.
Et le marché maintenant évalue aussi 75 points de base environ début novembre, et après une trentaine de points de base pour la suite. D'accord. Donc on a vraiment ce front-loading, comme on dit, qui continue et qui vient bouleverser les attentes. Est-ce que le marché remet en cause également le point terminal, le taux terminal, le taux d'arrivée de ce cycle de resserrement monétaire engagé par la Fed cette année? Tout à fait. On le voit réviser à la hausse, ce taux terminal, depuis les chiffres qui ont été publiés en août et puis début septembre, notamment sur les indices manufacturiers, ISM, qui ont été meilleurs qu'attendus, à grande surprise des investisseurs qui s'attendaient à un ralentissement, les nouvelles commandes qui ont rebondi. Et donc ça apporte de l'espoir qu'il y a un chemin pour un atterrissage en douceur de l'économie, qui a fait que le taux terminal a été remonté, et avec ce chiffre d'inflation, il est encore plus remonté. Aujourd'hui, on est autour de 4,4%. On pense qu'on peut aller voir 4,5, 4,75 d'ici la fin de l'année, avec une continuité de ce marché du travail qui se tient encore très bien. Et ce serait compatible avec un scénario de soft landing? Il faudra qu'on définisse à un moment peut-être le soft landing, ce qui fait la différence entre un soft et un hard landing. Mais ça coïncide toujours avec une probabilité, une possibilité de soft landing? La probabilité a diminué légèrement, elle était remontée. C'est très difficile à dire, je ne vais pas vous le cacher. On voit malgré tout que certaines composantes de l'inflation, comme je mentionnais, ont tourné et continuent à baisser. Tout ce qui est l'inflation des biens durables a beaucoup baissé et continue de baisser. On le voit dans les indices avancés que les problèmes de fourniture de matériel, de temps de latence entre les prix ou les réceptions d'usines, de commandes d'usines aux consommateurs sont beaucoup plus raccourcis. Et donc, il y a un effet qui commence à se faire sentir et qui, lui aussi, a un effet de latence, pour le coup, et devrait quand même faire rebaisser l'inflation. Nous, on pense qu'elle peut rebaisser autour de 6-6,5% dans les 3-4 mois qui viennent, mais qui reste un rythme très élevé, trop élevé pour la Fed. Oui, inacceptable pour une banque centrale comme... Et donc, ce scénario de soft landing, il est plus compliqué à voir. Il reste compliqué à voir, c'est vrai. La Fed est la banque centrale qui guide d'une certaine manière les autres banques centrales. En tout cas, il y a évidemment une corrélation. Si la Fed se doit d'être plus agressive pour plus longtemps peut-être que ce qu'on imaginait jusqu'à hier 14h30, qu'est-ce que ça peut impliquer pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, Julien ? Alors, la Banque Centrale Européenne, une conception du marché est que la Banque Centrale Européenne, à cause des soucis qu'on peut avoir de transmission monétaire, notamment vis-à-vis des pays de la périphérie, du contrôle des spreads périphériques, il y a cette conception dans le marché que la Banque Centrale Européenne va avoir un travail très très compliqué, qui se complexifie avec ce problème de transmission monétaire et d'ajustement diffus et à peu près homogène. Néanmoins, elle doit quand même continuer à remonter ses taux. Elle ne peut s'empêcher, la Banque centrale, dans ses communications. Alors, il y a clairement deux camps qui s'établissent. On a un camp vraiment des faucons, avec Isabelle Schnabel qui lead maintenant le comité, beaucoup plus que Philippe Lane. Philippe Lane, très important, chef économiste, il y a encore peut-être 6 mois à 1 an. Mais aujourd'hui, clairement, Isabelle Schnabel a pris le leadership, beaucoup plus vocale sur les hausses de taux. Et Madame Lagarde, qui veut apporter un consensus, suit beaucoup plus cette vue-là. Donc on a eu ces 75 points de base. Néanmoins, dans la communication de la BCE, on ne peut s'empêcher d'amoindrir les attentes de marché post-réunion monétaire pour ne pas créer un krach obligataire en Europe. Mais on est en raison d'attendre qu'on aura de nouveau probablement encore 75 points de base, parce que l'inflation reste trop haute, elle va continuer à augmenter. On est autour de 10%, peut-être 11% d'ici la fin de l'année en zone euro. Malgré la rebaisse des prix du gaz, il y a quand même eu des fortes montées de prix d'électricité et de gaz il y a encore un mois. Ouais, c'est embarqué, et ça va continuer à filtrer dans l'économie, et notamment l'inflation cœur, qui est attendue à 4,7, 4,8 fin d'année, et qui va continuer à monter. Et qui, elle aussi, se diffuse, les composantes montent de plus bien en sûr. plus. Et c'est à tel point inacceptable pour la Banque Centrale Européenne, contrôlée aujourd'hui par les faucons, que les hausses de taux ne sont pas suffisantes. Il va falloir réduire le bilan. Cette discussion, évidemment, on pouvait l'imaginer. Elle arrive peut-être un peu plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer, puisque selon les informations des journalistes bien informés, de Reuters ou de Bloomberg, la discussion officiellement, en tout cas sur le QT, la réduction du bilan de la BCE, devrait commencer courant octobre. Alors, en tout cas, être discuté en octobre, probablement pour être acté un peu plus tard, peut-être en décembre.
Mais c'est sûr, c'était une discussion à laquelle on pouvait s'attendre logiquement, dans la suite logique du resserrement monétaire, mais elle arrive beaucoup plus tôt. Ouais. Et surtout, elle arrive après une hausse qui est quand même très importante, 75 BP, et dans la foulée, des communiqués qui nous annoncent qu'on va discuter le réinvestissement, les réinvestissements des achats qui ont été faits sous les programmes de QI de la BCE. C'est la suite logique. La BCE, de quoi on va discuter là ? On va discuter probablement des réinvestissements de l'APP, donc, ou du PSPP, plus que du PEP. Donc le PEP qui a cette flexibilité pour acheter ponctuellement plus d'obligations périphériques, donc qui va quand même permettre de contrôler l'écartement s'il y a une réaction de marché forte de ces spreads périphériques. Donc la BCE va probablement vouloir garder cet instrument-là sous le coude et se focaliser sur les réinvestissements plus du programme classique qui vont être de l'ordre de 250 milliards en 2023. Et elle va nous expliquer, en tout cas, combien ne vont pas être réinvestis. C'est ça. Est-ce que ça va être 50%, 75%, 100% ? Et on va voir la communication qui va être faite autour de ça. Ce qui est sûr de notre point de vue, c'est que ça reste plutôt négatif pour les actifs souverains non core européens, de point de vue de spread de crédit en tout cas. Bien sûr, c'est le grand dilemme de la Banque Centrale Européenne. Plus elle est agressive dans sa normalisation, plus le risque de fragmentation augmente. Il y a des outils pour piloter ce risque de fragmentation. Voilà, jusqu'à ce que quelque chose craque peut-être à un moment dans le marché ou dans l'économie. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui était avec nous dans le sillage de ce chiffre d'inflation aux États-Unis. On va continuer de s'intéresser à la situation du marché américain. Julien Tisserand, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.